Bonjour et bienvenue sur le salon Bipositif 2019 sur le plateau TV Énergie renouvelable et territoire. Je me présente Thomas Blosville, je suis journaliste spécialisé sur la transition énergétique et j'ai le plaisir d'animer ce plateau TV sur lequel on essaie de décrypter 12 tendances de la transition énergétique en 2019 et notamment le sujet qui nous concerne pour l'instant, l'autoconsommation collective. Est-ce que l'autoconsommation collective dans le photovoltaïque va avoir une place en France à la mesure des promesses qu'on lui annonce? Pour en parler, j'ai avec moi Richard Loyen, délégué général du syndicat des professionnels de l'énergie solaire Enerplan. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Lally, directeur de la société d'économie mixte 56 Énergie et qui représente par là même aussi le syndicat Morbihan Énergie. Bonjour. Qui nous présentera un projet concret pour illustrer le sujet. Mais peut-être pour dresser un premier panorama, Richard Loyen, on va rentrer progressivement dans le débat sur toutes les facettes du sujet de l'autoconsommation collective. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire aujourd'hui où on en est en France, quelle est la réalité de l'autoconsommation collective ? Alors, l'autoconsommation collective, c'est une bonne intuition législative en 2015, qui a suivi avec une ordonnance transcrite dans la loi en 2017. Et depuis lors, finalement, assez peu de projets. Il y a moins de 10 projets qui ont été réceptionnés, une centaine qui sont à l'étude. Et aujourd'hui, on n'en a pas plus. Pourquoi ? Principalement pour un problème d'économie. Manque de rentabilité compte tenu du cadre législatif et fiscal applicable aux électrons solaires, et puis un problème de complexité administrative par ailleurs pour pouvoir monter les opérations. Mais ce qui fait buter les opérateurs, c'est l'économie. Aujourd'hui, on ne va pas faire une opération d'autoconsommation collective pour avoir de l'électricité plus chère à fournir aux consommateurs. On rentrera un peu plus dans le détail sur ce cadre qui contraint peut-être le développement de l'autoconsommation collective. Pour autant, quels sont les enjeux pour la filière solaire? Quelles promesses est-ce que ça peut laisser espérer entrevoir? Les enjeux sont importants au sens où l'électricité solaire dans le bâtiment a la vocation à être autoconsommée et de consommer à l'échelle locale avec de multi-consommateurs. On profite du foisonnement et c'est l'évidence même. Aujourd'hui, on en est toujours à un périmètre relativement restreint pour monter des opérations d'autoconsommation collective. Il faut que ce soit des consommateurs qui soient tous sous le même poste de transformation HTA basse tension. Donc il faut les identifier, qu'ils soient tous d'accord, etc. Enfin, c'est long et complexe à mettre en œuvre. On attend l'extension du périmètre d'autoconsommation collective dont il a été acté en juin dernier, 2018, donc il y aura quasiment un an que ça devait être élargi à 1 km de rayon, 2 km de diamètre. Donc là, finalement, on avait un foisonnement et un niveau géographique qui était assez pertinent. Il y a eu un amendement dans la loi Elan qui n'a pas survécu. Il y a eu un amendement glissé par le gouvernement dans la loi Pacte qui n'a pas survécu. Donc maintenant, on attend la petite loi sur l'énergie pour pouvoir enfin concrétiser cet engagement du GT solaire, du groupe de travail solaire, qui était porté par Sébastien Lecornu, qui maintenant s'occupe des collectivités. Mais voilà, on a besoin aujourd'hui, pour libérer l'énergie des territoires, pour que les opérations soient plus faciles à monter, d'avoir ce périmètre étendu. Il a été acté, il a été annoncé. Maintenant, on attend qu'il se concrétise. Donc c'est un sujet, une bataille qui continue, j'imagine. Pour autant, il y a déjà quelques projets sur le terrain qui commencent à voir le jour, notamment le projet Partage Élec, donc qui est porté par le syndicat Morbihan Énergie. Christophe Lally, bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un petit peu la société d'économie mixte 56 Énergie et votre syndicat? Oui, donc 56 Énergie est une société d'économie mixte locale qui est constituée à 74,5% par les capitaux du syndicat Morbihan Énergie, 15% de la Caisse des dépôts et de consignation et 10,5% répartis entre le Crédit agricole du Morbihan, le Crédit mutuel Arkea et la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. C'est une SEM qui est capitalisée à 4 millions d'euros et qui œuvre aujourd'hui sur des projets de développement de production d'énergie renouvelable, méthanisation, éolien, photovoltaïque, au sol, sur toiture, également de la distribution d'énergie, type réseau de chaleur, également distribution de carburant alternatif aux produits pétroliers, avec du bio-GNV et demain de l'hydrogène. Alors, avant de nous présenter ce projet Partage Élec plus en détail, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à l'autoconsommation collective ?
Eh ben, en fait, deux raisons. Les élus du syndicat d'énergie ont souhaité en 2016 que les collectivités, dans le cadre de la mise en œuvre de la transition énergétique et de la mise en application de la loi de 2015, puissent être accompagnées par les services du syndicat pour développer des projets. Depuis la mise en place et l'effervescence du photovoltaïque avec de la vente totale, les dispositions et les moyens de pouvoir s'équiper étaient connus. Les élus ont souhaité qu'on œuvre principalement sur l'autoconsommation, donc autoconsommation individuelle, mais sur des bâtiments publics, tout consommer, la production, c'est pas évident. Et du coup, on s'est intéressé à cette notion d'autoconsommation collective. Alors justement, ce projet Partage Élec, en quoi est-ce qu'il consiste ? Alors, le projet Partage Élec, c'est l'installation d'une petite centrale de 40 kW crête sur les ateliers techniques de la mairie de Pénétin, donc une commune qui est située au sud-est du Morbihan et qui a le paradoxe en fait d'être dans le département du Morbihan, mais rattachée à une communauté d'agglomération ligérienne de Loire-Atlantique. Donc ça a permis de décloisonner également les forces vives, entre guillemets, pour faire aboutir ce projet. Et du coup, cette centrale, elle produit 40-45 000 kWh normalement à l'année. L'électricité est en petite partie autoconsommée par les ateliers techniques et le surplus est injecté sur le réseau public pour être consommé par les voisins. On a 13 artisans aujourd'hui de la zone d'activité dans laquelle se situent les ateliers techniques pour assurer la consommation de cette électricité. Donc l'idée étant que cette douzaine, 12-13 artisans et commerces locaux se voient attribuer la production photovoltaïque, c'est quel type de commerce ou d'artisans ? Alors, on va trouver différents types d'activités. On a 2 restaurateurs, on a menuiserie, on a 2 entreprises de maçonnerie, on va trouver des garages automobiles, on va trouver également des entreprises de menuiserie et d'agencement de mobilier. Donc, c'est un peu varié. Alors, pour terminer un peu cette présentation générale, on en est où du projet aujourd'hui ? Le projet... il est en service, la centrale a commencé à produire fin mars 2018 et les premiers comptages, la première comptabilité réalisée par Enedis pour les 13 autoconsommateurs a débuté en août et donc on en est à 5 à 6 mois là, de mise en œuvre opérationnelle. Vous avez une visibilité sur le taux d'électricité autoconsommée ? Oui, on oscille, depuis la mise en place là, en août de ce comptage, on oscille entre 70 et 80% de la part d'électricité produite autoconsommée. D'accord, alors Richard Laoyen, on voit bien que ça marche quand même sur le terrain, mais même si on verra si c'est simple ou pas de développer ce type de projet, on l'a déjà un peu évoqué. Quels sont les freins vraiment à l'autoconsommation collective et qu'est-ce qu'on peut voir se débloquer dans l'année? On a évoqué la question du périmètre. Est-ce que vous pouvez l'expliciter un peu pour ceux qui ne connaissent pas déjà? Oui. Alors, sur le périmètre, pour une opération d'autoconsommation collective, il va falloir fédérer de multiconsommateurs. Aujourd'hui, il faut identifier ceux qui dépendent du même poste de transformation en basse tension. Ensuite, allez les voir un par un pour qu'ils vous autorisent à ce qu'Enedis vous donne leur courbe de charge pour monter l'opération. À partir du moment où on aura un périmètre étendu, avec 2 km de diamètre, vous écrivez à tout le monde et vous voyez ceux qui vous répondent, ça va simplifier le montage d'opération dans le côté pratique et accessoirement pour avoir des centrales solaires qui soient un peu plus grandes pour adresser et pouvoir lier du tertiaire, de la zone artisanale, de l'habitat, profiter de ce foisonnement de consommation qui fera qu'on aura un meilleur taux d'autoconsommation et globalement pas d'injection en surplus. Tout sera consommé localement. Sur ce sujet-là, donc le périmètre sur lequel on peut mener à bien les projets, ça fait plusieurs projets de loi que la profession, que même le ministère essaie de faire passer les dispositions pour étendre ce périmètre. C'est le respect de la parole donnée. À partir du moment où il y a un groupe de travail interministériel qui acte quelque chose en juin, on est en février, on commence à s'impatienter, on ne mettra pas de gilet jaune, mais quand même. Et donc à mi-février, qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui? On peut espérer que ça soit dans la petite loi sur l'énergie, que ça soit voté d'ici un trimestre, un semestre, pour pouvoir... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut d'ores et déjà, pour monter des opérations, réfléchir à ce futur périmètre et pas se cantonner au périmètre restreint d'aujourd'hui.
Donc ça, c'est le premier point sujet. bloquant. Le deuxième point bloquant, c'est le modèle économique. S'il n'y a que moins de 10 opérations aujourd'hui, c'est qu'elles ont toutes recours relativement massivement à de la subvention pour avoir un prix de sortie de l'électricité qui soit acceptable et intéressante pour le consommateur. En d'autres termes, moins cher que celle qu'il achèterait à son distributeur d'électricité. Donc aujourd'hui, sur ce modèle économique, on bute sur la fiscalité. Aujourd'hui, si je suis un autoconsommateur individuel, j'ai une installation chez moi, je ne vais pas être taxé sur l'électricité solaire que je consomme. En revanche, si je fais partie d'un multiconsommateur, je vais avoir les taxes locales et la CSPE sur mon kilowattheure solaire. Donc sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même un tiers du coût d'un électron fourni par un électricien, c'est des taxes. Et ça explique le problème de rentabilité des opérations collectives? Oui, complètement. Et on peut espérer voir les choses évoluer dans les mois à venir? Alors, ça peut évoluer de deux façons. La façon Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un mantra de certaines administrations. On nous proposerait d'avoir de la subvention pour faire baisser le coût facial et d'une autre main, on va aller taxer les bénéficiaires. Nous, aujourd'hui, on préconise d'avoir une exonération pour 15 ans et au moins les choses sont claires. On a une sécurisation pour l'investisseur. Les multiconsommateurs savent comment ça se passera. Et au bout de 15 ans, vu que l'installation est amortie, on prend de l'électricité à coût marginal. Donc à ce moment-là qu'on paye les taxes, ça ne sera pas un problème. Mais voilà, c'est simplement aujourd'hui, on risque quand même d'avoir un système d'appel d'offres. Il faudra concourir pour demander une subvention. Et après, tous les bénéficiaires seront taxés. Autant on plaide la simplicité, le signal prix, c'est quelque chose qui irait dans le bon sens. Ensuite, on a le TURP, le tarif d'usage du réseau public d'électricité. Donc le législateur avait demandé au régulateur d'inventer un TURP dédié à l'autoconsommation collective. En d'autres termes, des électrons solaires, vu qu'ils restent sur la boucle locale, payent un petit peu moins cher le péage pour passer, pour être distribué sur le réseau électrique. Ça a été fait d'une main. Mais le coup de pied de l'âne, c'est qu'en contrepartie, on augmente le tarif d'usage du réseau public d'électricité pour tous les électrons qui ne sont pas solaires. En langage technocratique, on les appelle alloproduits. En d'autres termes, si je choisis de bénéficier du TURP dédié pour l'opération autoconsommation collective, si je consomme moins de 30% d'électrons solaires par rapport au global, j'ai ma facture qui augmente. Je ne connais pas un consommateur qui va accepter d'être vertueux pour à la fin avoir la taxe sur la distribution d'électricité qu'augmente sur sa facture. Donc nous, on a fait un recours au Conseil d'État, côté Lerplan. Il prospère, il faut tant qu'il soit analysé. J'espère que d'ici la fin de l'année, dans tous les cas avant le TURP 6, les choses auront été jugées par le Conseil d'État. Et pour nous, c'est incompréhensible aujourd'hui. Et surtout, ça ne s'appuie sur aucune analyse économique. Là, le régulateur dit même qu'aujourd'hui, il ne sait pas, donc c'est un peu au doigt mouillé. Et en attendant, on a mis un TURP punitif pour empêcher les opérations de consommation collective d'avoir ce TURP dédié. Donc on travaille à TURP 5. Donc on a exactement le même tarif d'usage. C'est le principe du prix du timbre unique. On le garde, y compris, il a été, je dirais... Fiscalité, tarif d'utilisation des réseaux. On comprend bien que sur l'enjeu économique, c'est pas simple. C'est les 2/3 du prix. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est... Et après, on a... Sur la mise en œuvre des projets. On a la complexité à gérer avec la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective, même si aujourd'hui on voit que ça sera une association qui va pouvoir faire appel à un certain nombre de prestataires, etc. On n'a pas besoin d'avoir un salarié, c'est pas une grosse charge, mais on est sur les premières opérations. Donc aujourd'hui, quelque part, on fait de l'artisanal. On construit à façon. Si jamais on avait 1000, 10 000 opérations, on peut industrialiser le process. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On construit les opérations une à une, de façon artisanale, en naviguant. Et donc, du coup, c'est du montage d'opérations qui coûte globalement plus cher. Donc, c'est pas un obstacle rédhibitoire, mais pour les premiers projets, c'est quand même un peu compliqué. Oui, en même temps, il faut bien qu'une opération d'autoconsommation collective va durer dans le temps. On a des multiconsommateurs qui en font partie aujourd'hui, qui en feront plus partie demain, des nouveaux qui arriveront. Donc, qu'on ait une personne qui soit responsable de cette opération, moi, ne me choque pas. Il ne faut pas laisser faire n'importe qui, n'importe quoi, et que demain, on ait des opérations d'autoconsommation collective qui n'aient pas de responsable en face. Parce que, voilà, qui risqueraient d'être des contre-références peut-être voilà, aussi. Donc, voilà. Alors Christophe Lally, vous justement, alors on voit qu'il y a des contraintes quand même dans le cadre. Vous avez visiblement quand même réussi à mener votre projet. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles et surtout, comment est-ce que vous les avez surmontés ?
Effectivement, l'ensemble des points évoqués par Richard, on les a rencontrés, que ce soit effectivement pour recueillir le consentement des différents artisans, pour connaître à minima les profils de charge de consommation, afin d'établir ne serait-ce que les coefficients de répartition de la quantité d'électricité que chacun va pouvoir autoconsommer. C'est déjà un élément extrêmement lourd à pouvoir mener, indispensable, qui nécessite, avant l'engagement des consommateurs, d'avoir un minimum de garantie à leur apporter sur le prix, le fait qu'ils ne paieront pas plus cher l'électricité après qu'avant. Donc il a fallu un engagement, et le président du syndicat d'énergie du Morbihan, Jo Brohan, leur a dit, écoutez, on est dans une démarche expérimentale, puisque effectivement on en a moins d'une dizaine, nous on devait être un des premiers au moment où ça a démarré. Il a fallu cet engagement, donc le président l'a pris, ce qui a permis aux artisans de pouvoir s'engager dans cette démarche, de la création de cette personne morale organisatrice. Alors effectivement, on est parti sur une loi, une association loi 1901, parce que finalement le rôle qu'on a dévolu nous, puisqu'on est en même temps autorité organisatrice de la distribution d'électricité, donc on a déjà une certaine responsabilité vis-à-vis du réseau, vis-à-vis des producteurs et des consommateurs. Et à partir de là, cette association, en fait, elle n'a de sens pour nous que d'un échange de données entre Enedis, qui assure le comptage des flux électriques entre le producteur et les consommateurs, et finalement le producteur, en l'occurrence le syndicat d'énergie, qui va après facturer aux différents consommateurs. Alors justement, vous parlez d'une association, donc c'est cette personne morale organisatrice que la réglementation rend obligatoire pour ces projets-là. Quel est son rôle aujourd'hui dans votre montage de projet? Celle qui gère au quotidien l'autoconsommation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui cette association d'ailleurs? Cette association, alors, elle est constituée à la fois du producteur, donc en l'occurrence le syndicat d'énergie, des consommateurs, les 13 artisans, la commune de Pénétin, parce qu'elle est aussi consommatrice et c'est sur son territoire que s'est développé le projet, et le président de l'association et le maire de la commune, Jean-Claude Baudret. On a un artisan qui est secrétaire de l'association, et un représentant du syndicat élu qui assure le rôle de trésorier, la fonction de trésorier. Et donc cette association, elle a pour objectif de pouvoir assurer, garantir l'adhésion des nouveaux consommateurs potentiels, de pouvoir gérer les flux, enfin garantir l'information sur les flux d'électricité entre le producteur Enedis et les consommateurs. On lui a affecté également une autre mission qui va être d'accompagner les consommateurs à pouvoir optimiser leur consommation électrique, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir mieux les informer sur leur consommation, les profils de consommation, les économies qu'ils vont pouvoir générer en optimisant finalement le fonctionnement de leurs appareils électriques. Et à partir de là, on a 95% en fait des missions dédiées à cette association. Alors, puisque votre projet fonctionne depuis quelques mois maintenant, quel retour d'expérience vous avez de la gestion au quotidien? Comment vous faites justement pour gérer qui consomme quoi, comment vous attribuez la production photovoltaïque aux différents consommateurs? Quel retour d'expérience vous avez Alors ce que je disais tout à l'heure, quand on a signé la convention d'autoconsommation collective avec Enedis, on a défini des coefficients de répartition statiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant de signer, on a défini que le restaurateur consommait 20%, l'entreprise de menuiserie allait consommer 5%, le garagiste allait consommer 3%, ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ces 70-80% d'autoconsommation. Ce n'est pas suffisant, et comme le disait Richard tout à l'heure, l'objectif c'est de tendre vers 100% d'autoconsommation collective, et donc pour pouvoir y arriver, soit on bascule vers des coefficients dynamiques, ce qui veut dire qu'avant la fin du mois de comptage, il faut prévenir Enedis que tel artisan va consommer plus que ce qui lui était appliqué au départ. Et c'est hyper compliqué, hyper chronophage pour une centrale de 40 kW crête, même si elle est à titre démonstratif ou expérimental, il n'empêche qu'on n'a pas non plus pléthore de moyens. Et donc, on avait deux pistes. Soit d'aller chercher des consommateurs, notamment des particuliers qui consomment les week-ends, puisque effectivement, le foisonnement
avec différents types de profils de consommateurs, apporte la possibilité de pouvoir couvrir 100% des besoins pour l'autoconsommation. Et le deuxième, ça a été mis en place par Enedis. Finalement, dernièrement, c'est ce qu'on appelle la notion de coefficient de répartition par défaut, où le principe, c'est d'appliquer la part d'autoconsommation en fonction du niveau de consommation à l'instant donné. Donc qui devrait permettre d'augmenter cette part d'autoconsommation. Et ça, vous avez pu... vous aviez les compétences en interne, ça vous permet... C'était un métier, j'allais dire, que vous apprenez sur le tas. Alors, c'est un métier... Alors, on a un certain nombre de connaissances, puisqu'on est AODE, donc on a un minimum de connaissances, mais il n'empêche que de récupérer les fichiers bruts d'Enedis, puisque je pense que ça a été aussi une petite révolution chez Enedis, de mettre en place cette comptabilité, ces flux d'informations sur les transits électriques entre l'alloproduit et le renouvelable. Néanmoins, analyser ces flux de données brutes, ça reste compliqué, et pour le coup, on a tissé un partenariat avec une entreprise qui a été créée il y a récemment, qui s'appelle Enogrid, qui aujourd'hui nous permet de traiter en fait les données pour pouvoir les digérer, pour pouvoir avoir une synthèse présentable aux consommateurs, donc un bilan mensuel de l'ensemble des flux énergétiques, ce qui a été produit, autoconsommé, injecté, vendu en surplus, et des agrégations tous les 6 mois ou tous les ans pour l'établissement de la facturation, avec établissement de la facturation. Donc c'est donc le projet Partage Elec à Pénestin. C'est ça, qui ne fait que débuter. J'imagine que ça fera un retour d'expérience qui servira aussi le plaidoyer de la filière. Et c'est un sujet qu'on ne fait évidemment qu'effleurer pour l'instant. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir bien pu... Juste quand même, parce qu'on est avec Bâti Actu. L'enjeu aujourd'hui, c'est le bâtiment énergie positive de 2020. Est-ce qu'on va pouvoir faire des opérations d'autoconsommation collective, parce que le photovoltaïque est amené à se généraliser, que ce soit sur le tertiaire ou sur le bâtiment collectif, et comment est-ce qu'on va partager cette électricité de façon simple et pragmatique? C'est un vrai enjeu aujourd'hui pour pouvoir réussir être à énergie zéro, à consommation zéro, à énergie positive. Globalement, ça sera un modèle économique sur l'autoconsommation, et on a besoin que ce modèle économique il soit simple pour que les promoteurs, constructeurs et les preneurs du bâtiment se l'approprient de façon aisée. Et dans la continuité, je signale pour tous les gens que les sujets intéressent qu'on a un autre sujet qui fera l'objet d'un autre plateau de TV sur la convergence entre les solutions de mobilité électrique et de production photovoltaïque, qui s'inscrira aussi du coup dans tous ces enjeux d'autoconsommation individuelle et collective. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté cette autoconsommation collective, ce projet Partage Elec et les enjeux pour la filière à l'occasion de ce plateau TV énergie renouvelable et territoire. Merci. Merci. Merci.